Je vous présente aujourd'hui notre 456e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors un grand chef d'orchestre est décédé, nous a quittés cette nuit. La nuit passée, vous vouliez nous en parler. Écoutez, Georges Prêtre était, outre un chef d'orchestre prestigieux, aussi un ami. Par conséquent, je ressens personnellement sa disparition plus encore que quiconque, et j'ai évidemment une pensée pour sa famille, son épouse, pour Isabelle, sa fille, et je déplore, mais je crois que Georges avait 92 ans, il avait rempli véritablement sa vie, je dirais complètement, oui. Puisqu'il était récemment encore, enfin il y a quelques années, il a dirigé le grand concert de Vienne, en particulier avec un allant, une jeunesse d'expression extraordinaire. Oui, voilà, nous devons nous préparer tous, les uns et les autres, à nous quitter. Et quand même les meilleurs d'entre nous nous quittent, eh bien, n'empêche que nous ayons quand même un petit coup de chagrin, parce que nous ne les reverrons plus qu'ailleurs. En effet, d'ailleurs, Georges Prêtre avait accompagné Maria Callas durant tous ses récitals, non? Oui, il a fait. C'était un très grand chef d'orchestre français et qui a fait honneur à la France. Georges Prêtre, c'est un nom que nous respectons, que nous admirons et que nous aimions. Alors les 35 diplomates russes expulsés sur ordre d'Obama pour soupçon de sabotage électoral ont quitté hier les États-Unis. Cela risque-t-il, selon vous, de raidir les relations russo-américaines à venir? Je pense que c'est ce que cherchait le président Obama. Mais je pense que l'affaire a fait pchit, si j'ose dire, dans la mesure où Poutine a répondu de façon fort intelligente, que contrairement à la tradition qui veut que quand on expulse 35 espions d'un pays, on renvoie l'ascenseur et on en expulse 35 aussi. Tout le monde s'attendait donc à ce qu'on expulse 35 Américains de Russie, et Poutine a dit qu'il n'expulserait pas. Et d'ailleurs, je crois que M. Trump l'a approuvé. Et il a pris à contre-pied Obama, qui évidemment se trouve tout mari de cette affaire. Non, je trouve que c'est une excellente nouvelle qu'il puisse y avoir les prémices d'un accord entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Oui. C'est un des gages de la paix de demain, j'espère. Alors justement, pour en revenir à Donald Trump, lui, pour l'instant, il pose ses marques visant les constructeurs automobiles, les obligeant même à investir dans des usines intramuros, c'est-à-dire sur le territoire américain. Que pensez-vous du système protectionniste américain? Oui, je crois que, enfin, ça vise essentiellement, je crois que c'est Ford qui avait l'intention d'établir une usine au Mexique, où bien sûr les conditions d'emploi de la main-d'œuvre sont moins coûteuses et moins coûteuses. Et donc, c'est de l'intérêt de la maison, de la Ford. Les maisons de production d'automobiles ont pour but de faire du profit. Bon. Mais Trump a rappelé que l'intérêt national pouvait exiger que les entreprises fassent un effort et investissent plutôt à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur, et s'apprêtait sans doute à prendre des dispositions fiscales lourdes contre ceux qui contreviendraient à cette disposition. Et donc, il y a un certain nombre, je crois qu'il y a 2 entreprises déjà, qui ont indiqué qu'elles mettraient qu'elles placeraient leurs investissements non pas à l'étranger, mais à l'intérieur des États-Unis. Je crois que c'est une mesure nationale qui est assez favorablement accueillie. Bien, alors Calais se remplit chaque jour à nouveau de jeunes migrants refoulés d'Angleterre qui persistent à retenter la traversée de la Manche. Était-ce selon vous prévisible, Président? Ben, écoutez, je pense que à partir du moment où les migrants entrent en Europe, et je pense que l'Italie a pratiqué quand même une politique extrêmement souple, si j'ose dire, c'est pour le moins, et même laxiste.
eh bien, ces migrants sont en Europe. Les anglophones veulent aller en Angleterre. Oui. Et donc, ils se pressent sur nos côtes pour essayer de passer quand même, malgré les restrictions imposées par le gouvernement britannique, qui lui ne s'encombre pas beaucoup de préoccupations humanitaires. Bon, mais alors il est donc tout à fait prévisible que les gens qui ont été envoyés en province aux frais des contribuables français d'ailleurs n'y restent pas, la plus grande partie essayent de revenir pour tenter de nouveau le passage vers l'Angleterre. Bien alors, avez-vous suivi les vœux du président François Hollande? Oui, j'ai vu son discours. C'est bon, il se fait son propre avocat. Il souligne les rares réussites qu'il a pu obtenir, et puis il passe sous silence les échecs, ce qui est assez banal en quelque sorte. Je n'attendais rien du discours du président de la République, même sur le départ. Le seul fait qu'il parte, c'est déjà en soi un aveu d'échec. Autrement, il solliciterait un nouveau mandat, comme généralement les présidents le font. Il ne le fait pas, c'est parce qu'il a lui-même conscience qu'il n'obtiendrait sans doute pas la confiance des Français. Oui, alors à cet effet, justement, la primaire de gauche s'organise, se planifie. Avez-vous des pronostics ou est-ce que ça vous passe par-dessus la tête? Écoutez, il peut arriver à la primaire de gauche ce qui est arrivé à la primaire de droite, et il semble d'ailleurs, enfin, le jeu des médias là est aussi très souvent suspect, mais que Hamon, par exemple, bénéficie d'une certaine promotion par rapport à Valls. Logiquement, je pense que le candidat désigné devrait être Valls. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. En tous les cas, ça montre la profonde division de la gauche, puisqu'en toute hypothèse, Macron va de son côté dans le social-libéralisme, et Mélenchon va de l'autre dans le social-communisme. Donc c'est déjà quand même, je crois, deux gros morceaux. Et si la gauche ne va pas au combat présidentiel avec une candidature unique, elle ne sera pas au deuxième tour. C'est évident ça. Et alors on a appris par voie de presse que l'organisme de financement que vous présidez financera à cet effet une partie de la campagne présidentielle du Front National. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Non, le prêt a été consenti par Cotelec. Oui. Donc je rappelle que la mission tout de même est de soutenir les candidats nationaux. A été fait au Front National. Et c'est le Front National qui, lui, déterminera. Je crois que c'était plutôt pour les campagnes législatives. Mais ça ne me regarde pas, si vous voulez, dans la mesure où il s'agit bien d'un mouvement national, et il est même le seul à présenter des candidats à ces deux élections. Par conséquent, il est absolument normal, naturel, même si, au-delà des divergences idéologiques ou politiques qu'il peut y avoir entre la direction du Front et moi, il est naturel que Cotelec remplisse sa mission, mais je crois qu'il a été dit que que les prêteurs de Cotelec étaient des militants du Front National, peut-être bien, mais du Front National jean-mariste. Parce qu'autrement, ils prêteraient au Front National mariniste, ce qui semble pas bénéficier de la confiance des prêteurs. Bon, alors... Merci pour ces précisions. Vous savez, nous mettons toujours l'intérêt supérieur du pays au-dessus de nos préférences personnelles. Bien sûr, et c'est tout à votre honneur. Non, c'est la logique de la chose. Je pense que, ce faisant, je corresponds en plus à ce que souhaitent les gens qui soutiennent l'action de Cotelec. Bien, alors dans le cadre des comités Jeanne, vous effectuerez plusieurs déplacements très prochainement. Pouvez-vous nous en parler en deux mots? Oui, je vois. Le premier, c'est le 21 janvier à Palavas. Palavas-les-Flots. Oui, je crois que s'annonce comme un succès. Et je pense qu'il y a une autre réunion qui est prévue à Mulhouse, me semble-t-il. Enfin, il y en aura un certain nombre. En février. Bon, en février, c'est ça.
je ne me déroberai pas, au contraire, à ce contact avec les militants nationaux, en rappelant que les comités Jeanne vont jouer un rôle important dans la mesure où le label qu'ils vont donner soutiendra la candidature de ceux qui le demanderont, bien sûr, et le mériteront. Il ne suffit pas de le demander, encore faut-il le demander, mais il ne sera accordé que si, en effet, les candidats sont jugés dignes d'être soutenus par les comités Jeanne. C'est entendu. Avez-vous quelques lectures cette semaine, Président? Ah, j'avais quelques lectures. Non, il y avait une chose que je voulais dire, une réflexion, c'est le dernier livre dont j'ai parlé, qui est Le sang d'un monstre, du monstre, oui. Je crois, n'est pas d'origine américaine, c'est anglais. L'auteur est anglaise et non pas américaine. La langue n'est pas tout à fait la même, mais enfin, comme c'est en français, on ne s'en rend pas compte, non. Alors, je lis un certain nombre de livres. Je lis un livre de M. Del Valle sur l'islamisme, qui est très intéressant et dont je parlerai au cours des prochaines émissions, parce qu'il donne des informations très remarquables sur l'implantation djihadiste et islamiste dans notre pays et dans toute l'Europe, d'ailleurs, il faut le dire. C'est un livre assez inquiétant, mais n'avons-nous pas le devoir de regarder la vérité en face? Et même si nous souhaitons à tous, nous le réitérons, une bonne et une heureuse année, encore faut-il que le comportement de chacun d'entre nous aide au succès de ce bonheur. C'est entendu. Alors nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup, Président.